8h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina. Bonjour Anne-Charlène Bézina. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1 en direct avec nous depuis Rouen où vous enseignez. Qu'est-ce qui va rester de la loi immigration une fois passée sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel? Emmanuel Macron lui-même a saisi la plus haute juridiction dans l'espoir, il ne s'en cache pas, que celle-ci nettoie la loi votée mardi par le Parlement des éléments qu'il qualifie lui-même d'irritants. Alors avant Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, comme la première ministre Elisabeth Borne, avait fait l'aveu qu'il y avait dans le texte en effet des mesures manifestement contraire à la Constitution. Est-ce qu'on a déjà vu ça, Anne-Charlène Bézina ? Non, j'ai vraiment le sentiment qu'on vit aujourd'hui un inédit politique et constitutionnel parce que la majorité puisse avoir quelques doutes sur certains amendements, sur la constitutionnalité de dispositions ajoutées dans la discussion, ça a pu arriver. Mais qu'ouvertement, un membre du gouvernement, la première ministre et le président avouent qu'il y a des risques d'inconstitutionnalité et que cela fait partie du débat. Gérald Darmanin qui dit « ne soyons pas juristes avant les juristes et laissons le débat politique s'exprimer ». Non, ça me paraît totalement inédit, notamment parce que finalement c'est très gênant dans l'idée que c'est le secrétariat général du gouvernement, c'est-à-dire finalement un organe qui dépend de la première ministre, qui doit défendre la loi au Conseil constitutionnel. Donc d'ici quelques semaines, un agent de ce secrétariat général va venir au Conseil constitutionnel pour jouer le rôle de défenseur de cette loi et il sera bien en délicatesse avec ce qui a été dit. Oui. Il y a eu tout un discours d'ailleurs dans le parcours législatif de la loi immigration porté notamment par Gérald Darmanin sur l'empêchement de légiférer, l'empêchement d'expulser. Il avait eu cette phrase un peu mystérieuse dans laquelle il disait « je fais le maximum dans le cadre que m'impose la législation ». C'est un peu étonnant quand même ce discours aussi, hein. Oui, c'est vrai, d'autant qu'en plus sur l'immigration, c'est un sujet sur lequel on entend souvent cette phrase suivant laquelle les gouvernements nationaux seraient empêchés de légiférer. Or, c'est vrai qu'il y a une très grande marge de manœuvre qui est laissée par la Constitution, par les directives, par les traités européens, mais on a le sentiment que ça fait aujourd'hui presque partie des arguments politiques de considérer que l'existence des normes juridiques supérieures pourrait être considérée comme responsable de ce qui gêne les politiques en matière migratoire. Donc il y a une manière de se défausser un petit peu de sa responsabilité qui retombe sur les juges et qui est un peu dangereuse aussi pour notre état de droit et ça élève un peu le peuple contre sa constitution alors qu'il l'a choisi. Bah oui, mais ça envoie quand même un drôle de message politique et puis ça nous dit quoi aussi de la pratique législative, Anne-Charlène Bézina? Parce qu'on a quand même l'impression dans cette histoire qu'Emmanuel Macron quelque part avait un peu prémédité son coup. Il savait qu'il y avait des dispositions qui ne passeraient pas le filtre du Conseil constitutionnel. Pourtant, on laisse passer ça dans le texte, on le laisse voter en l'état, et puis on se dit, finalement, les sages derrière feront le boulot quand même. C'est ça que ça envoie comme message. Ben oui, clairement, c'est ça que ça envoie comme message. Alors il y a plusieurs manières de le voir. On peut se dire que c'est une forme d'impréparation, mais moi je crois aussi que c'est une manière de faire des concessions politiques on le sait ici, le groupe Les Républicains, et de se dire que au moins le jeu aura été joué de la concession politique et que c'est la faute du juge si finalement ces choses-là ne passent pas. Je me rappelle quand même que mais ça se fait souvent, ça. Voilà ce que j'allais vous demander. Alors, c'est une pratique coutumière, ça ? Franchement, pas si régulière. Alors, on a souvent en France soulevé cette critique du gouvernement des juges. C'est vrai que on le dit souvent du juge constitutionnel pour des mesures qui auraient inquiété un peu le gouvernement. Mais justement, généralement parce que le gouvernement tient à la constitutionnalité de sa loi. Donc non, ça n'est pas courant. Mais je me rappelle quand même de ce précédent de la réforme des retraites où, avec l'index senior, par exemple, toutes ces mesures dont le gouvernement savait assez pertinemment qu'elles n'avaient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale, eh bien, c'était une manière de nourrir le débat, de faire des concessions et d'attendre ensuite que le juge censure. Donc j'ai le sentiment que ce gouvernement, cette majorité, parce qu'elle a besoin de compromis, parce qu'elle a besoin d'aller chercher des alliances un peu plus loin que dans son groupe, eh bien a tendance à concéder politiquement en se disant que juridiquement, ensuite, eh bien il y aura un nettoyage, comme vous le disiez, par le juge constitutionnel. Bon, ça c'est pour la partie politique, on va dire, de la manœuvre. Alors maintenant sur le fond, Sacha Houlié, président de la commission des lois à l'Assemblée, dit qu'il y aurait une trentaine
trentaine de mesures inconstitutionnelles dans la loi immigration. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que vous, en tant que constitutionnaliste, justement, vous identifiez des points de fragilité, des choses qui, presque à tous les coups, vont disparaître du texte une fois passé entre les mains du Conseil ? Alors moi j'ai des doutes en effet sur certaines mesures. Alors 30 ça me paraît beaucoup, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des choses qui sont un peu contraires à des normes constitutionnelles faciles à identifier. Par exemple, vous prenez les mesures de quotas en matière migratoire. Alors c'est possible d'instaurer des quotas, même en matière migratoire. Mais pourquoi ça bloque ? Il y a quand même une garantie du droit d'asile dans notre Constitution, et c'est vrai que par rapport à cette garantie du droit d'asile, alors sauf à la mettre en réserve, on peut pas prévoir le droit d'asile qui est totalement dévoyé. Droit d'asile qui est totalement dévoyé. C'est une filière aujourd'hui de régularisation d'immigrés clandestins quand même. C'est vrai, mais vous ne pouvez pas dire aussi généralement je choisirai les migrants que je prendrai et que je ne prendrai pas. Étant donné que ce droit d'asile étant garanti, il faudrait donner peut-être plus de pouvoir aux autorités qui doivent filtrer ce droit d'asile. Mais vous ne pouvez pas dire aussi généralement je vais choisir qui je prends et qui je ne prends pas. Donc c'est notamment là-dessus qu'à mon avis le Conseil constitutionnel peut tiquer. Pareillement, la caution pour les étudiants étrangers, c'est un problème parce que pourquoi seulement les étudiants étrangers et pourquoi seulement les étudiants au sein des étrangers, vous voyez. Mais il me semble que les Allemands le font, ça, cette idée de provisionner une somme d'argent quand on a un étudiant étranger qu'on vient étudier en Allemagne. Les Allemands le font. Chez eux, ça pose pas problème, et chez nous, si. Alors non, chez nous, l'enseignement est gratuit et c'est même garanti par le préambule de notre Constitution qu'on ait tous droit à un enseignement à tous les niveaux de manière gratuite. Donc on peut pas distinguer. Alors on peut distinguer entre les nationaux et les non nationaux. Ça, le Conseil constitutionnel l'a plusieurs fois dit, mais suivant des critères qui soient fixes, d'intérêt généraux et qui soient bien rationnels. Et ici, on comprend pas forcément pourquoi ça frapperait que les étudiants. Et dans certaines situations, c'est pas très clair. Et moi, il y a quelque chose qui me semble être un peu le grief général que le Conseil constitutionnel pourrait regarder de très près, c'est déjà les discriminations, la différence d'égalité. Ça, en France, on est très protecteur de ce principe d'égalité. Donc, le Conseil constitutionnel exige que les critères soient très précis et d'intérêt généraux. Donc, ça, le Conseil constitutionnel va évidemment passer la loi à tout ce prisme-là. Et il y a un autre prisme aussi que le Conseil constitutionnel pourrait ne pas apprécier dans cette loi, c'est que comme elle a été préparée dans un but très politique, il faut être honnête, et qu'elle a parfois été un peu vite en besogne, il y a beaucoup d'articles qui souffrent d'une forme d'imprécision, c'est-à-dire qui donnent les principes généraux et qui laissent les autorités d'application gérer ensuite. Et ça, la Première ministre l'a même dit au micro de la matinale hier en disant on verra à l'application. Et ça, notre Constitution ne le permet pas. Lorsque vous restreignez les libertés, il faut que le législateur aille jusqu'au bout de sa compétence. Et ça, sur certaines mesures, je pense notamment à la restriction du droit au regroupement familial, je pense qu'il y aura quand même des points que le Conseil regardera. Merci Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste. Merci d'avoir été en direct avec nous pour nous éclairer sur cette saisine du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'excède pas sa fonction arbitrale, celle que lui confère la Constitution ? On en reparlera tout à l'heure avec Alexis Brézet à 8h moins 10.